Il approche. Je le sens. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui donc je reviens donc sur la saga Harry Potter. Donc c'est la deuxième fois donc que je parle de cette saga sur la chaîne, puisqu'au tout début de l'année donc j'avais débattu voilà de la saga en long, en large et en travers avec mon collègue Joe Carciman. Donc c'était à l'occasion donc de la sortie donc sur Salto donc de la réunion donc du casting pour les 20 ans donc du premier épisode donc à l'école des sorciers. D'ailleurs la réunion donc sortie comme je le disais donc sur Salto est vraiment pas mal. Bon, plein de nostalgie, plein d'émotions, plein d'anecdotes, making of. On revient sur les 8 films à travers donc diverses interviews et anecdotes d'acteurs. Voilà, on apprend quelques petites informations croustillantes. Bon, je vous laisse découvrir ça. En tout cas, c'était vraiment une réunion très sympathique. Voilà, donc c'était un peu comme ils avaient fait avec la Friends réunion donc sur HBO Max. Voilà, donc c'est un peu le même principe. Donc on revient donc sur les divers plateaux de tournage, donc sur les divers lieux qu'on connaissait tous donc dans la saga. Donc on y retrouve bien entendu donc l'école des sorciers de Poudlard, Gringotts, quelques lieux bien connus donc des DRC, donc tels que la scène commune du Gryffondor, et on retrouve donc à peu près donc tous les visages grosso modo donc familiers donc de la saga. Donc bien entendu donc le trio de base, donc Harry, Ron, Hermione, la famille Weasley, quelques anciens profs de Poudlard, Sirius Black, donc Harry Holman. Bref, je vous laisse donc découvrir ça par vous-même. En tout cas, donc c'était une réunion vraiment intéressante. Mais aujourd'hui, donc c'est au 4e opus donc de la saga que je vais m'intéresser, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, donc sorti en 2005, réalisé par Mac Newell. Bien entendu, donc adapté donc du 4e tome de la saga littéraire écrit par J.K. Rowling. Alors Mac Newell, on le connaît donc pour 4 mariages et un enterrement donc sorti en 1994, et le drame Donnie Brasco donc sorti en 1997. Mais il a aussi réalisé donc Le Sourire de Mona Lisa donc en 2003 et Anne Hathaway Big Adventures en 1994. Alors un seul point commun entre ces films, donc soit c'est de la comédie donc soit c'est du drame, mais il y a aussi un ton très académique. Voilà, bon, la comédie, l'académique ou le drame, voilà, donc on retrouve à peu près donc tous ces thèmes donc dans ce 4e volet, qui est aussi donc mon Harry Potter préféré. Voilà, c'est justement donc pour ça que j'ai choisi donc de parler de ce film-là, c'est qu'en fait c'est mon Harry Potter préféré. Alors tout le monde adule Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, que je ne déteste pas. J'avoue que donc le 3e opus donc d'Alfonso Cuarón ne me laisse pas de marbre. Voilà, c'est un opus que j'apprécie, mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop en fait avec ce film-là, et qu'Harry Potter et la Coupe de Feu, pour moi, on atteint vraiment le golden vraiment donc de la saga en matière de dramaturgie, en matière de développement de personnages, en matière de grandiose, en matière de densité, en matière d'ambition, en matière de vision artistique, voilà, en matière de photographie aussi. On a un très bon chef-op, on a vraiment de très belles photos. Mais bref, voilà, donc je voulais revenir donc sur ce 4e volet pour toutes ces raisons, parce que pour moi, voilà, Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est l'opus le plus sous-coté de la saga. Cette année, Poudlard accueillera un événement légendaire. Le tournoi des 3 sorciers. Disons que Mike Newell il complète, voilà, il va encore plus loin dans la profondeur et dans l'anxiogénité de l'atmosphère. Voilà, même dès la scène d'introduction, tu comprends qu'on va clairement pas rigoler donc dans ce 4e volet. Donc, le film commence, un vieil homme donc qui dans les livres donc se fait appeler donc Frank Bryce, donc qui est le jardinier donc de la famille Gédusor, donc la famille à laquelle Voldemort appartenait, donc parce qu'il s'appelait donc de base Tom Gédusor. Mais voilà, donc tout ça est signifié donc plus en détail dans les bouquins. Voilà, donc cette fois-ci, donc dès le début donc de ce 4e film, donc Mac Newell et ses scénaristes ne prennent pas le temps donc de réintroduire donc la famille Dursley, donc pourtant très présente au début donc du 4e livre, puisque normalement les Dursley, les Weasley viennent chercher Harry donc chez les Dursley. Voilà, il y a toute une séquence, il y a toute une confrontation entre ces deux familles au début du 4e livre. Mais Mac Newell il comprend qu'il ne va pas avoir le temps du coup d'introduire tout ça, donc de revenir à ça avant du coup donc de revenir à Poudlard. Pareil, la Coupe du Monde de Quidditch, donc qui prend une assez grosse place aussi du coup dans le livre. Il n'a pas vraiment le temps de la traiter donc dans toute sa splendeur donc dans le 4e livre. Il ne va retenir du coup que l'attaque des Mange-Morts brièvement dans le film. Enfin bref,
lui, son but, c'est vraiment d'amorcer un minimum le retour de Voldemort. Voilà, il a aussi tout le tournoi de trois sorciers à gérer. Il a aussi donc les petites sous-intrigues à part donc de ce tournoi à gérer. Donc le trio qui a un peu ébranlé, puisque du coup tout le monde pense que Harry Tamanta, vu que son nom est sorti de la coupe de feu, et que lui donc dément fortement que ce n'est pas lui qui a mis son nom lui-même. Bien entendu, l'identité donc de celui qui l'a fait sera révélée à la fin. Mais bref, tous ces détails sont aussi bien signifiés donc dans le livre que dans le film. Même si dans le livre, c'est beaucoup plus profond. D'ailleurs, le livre est beaucoup plus complet sous énormément d'aspects. Voilà, normalement, Hermione a un rôle beaucoup plus prépondérant et un rôle beaucoup plus rebelle, voilà, puisqu'elle est présente donc d'une association pour la libération des elfes de maison. Normalement, on a aussi Sirius Black donc qui est censé apparaître beaucoup plus, voilà, alors que dans le film, voilà, il apparaît qu'au détour d'une cheminée et à travers d'une off. Donc vraiment, sa présence c'est peut-être un petit peu le point qui me déçoit le plus. Voilà, Sirius Black dans ce quatrième volet cinématographique, il est très absent, alors que justement, normalement, vu que il était de retour en grande pompe à la fin du 3, il était introduit en grande pompe à la fin du troisième film et livre, du coup, il aurait dû avoir vraiment un rôle beaucoup plus important, même s'il reviendra dans l'ordre du Phénix. Mais bon, pour moi, c'est un petit peu le petit point négatif. Je trouve que McNewell et ses scénaristes, ils auraient dû peut-être un peu plus garder le rôle de Sirius Black au sérieux. Mais bref, ça c'est, de toute façon, ils étaient obligés de rusher, ils étaient obligés de couper beaucoup de points importants. Donc même, du coup, ils ont gardé donc la petite chamaillerie entre Ron et Harry, même si ça, je pense que c'est important pour la première fois, donc de mettre en scène donc des hostilités entre ses amis, ces deux amis là, voilà, ce duo qu'on nous présente depuis à l'école des sorciers. Voilà, je pense que c'était quand même important de mettre ça en scène, voilà, une chamaillerie pour la première fois entre ces deux personnages là. Donc parce que c'est vrai que les personnages évoluent, voilà, ce sont des adolescents, évidemment, donc des chamailleries entre des amis, voilà, dans ce genre de choses, c'est évidemment normal. C'est vrai que le côté adolescent est très présent aussi dans ce quatrième film, aussi bien du coup dans le livre que dans le film, voilà, puisque Harry a des crushs, la relation entre Ron et Hermione va beaucoup commencer à se mettre en place aussi, voilà, notamment avec ce fameux bal de Noël donc qui intervient peu après donc la première tâche, voilà. Donc c'est vrai que ça aussi, ça va beaucoup être présent dans le roman, l'adolescence, voilà. Harry commence à beaucoup plus être rassuré, voilà, puisque il prend quand même une ampleur, puisqu'il partit quand même autour des trois sorciers, il en ressort vainqueur, il en ressort assez victorieux. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi. Et justement, parlons-en du coup de ce tournoi des trois sorciers, donc qui voit plusieurs écoles donc s'allier, donc l'école de Beauxbatons et l'école donc l'école des garçons et l'école des filles. Vous voyez un petit peu la thématique présente, voilà, l'adolescence, les filles, les garçons, voilà, on va avoir beaucoup, ça va être très présent comme thématique, ça, les filles, les garçons, les premières amourades, les premiers émois. Et d'ailleurs, lors de la réunion sur Celto, voilà, Daniel Radcliffe donc déclarait, les équipes en général, le casting, ils ont déclaré que c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de petits émois amoureux, de ruptures, voilà, les jeunes tombent amoureux. Et c'est vrai que même Emma Watson avait eu un petit crush dès le premier film. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses comme ça, donc sur le plateau. En même temps, ça fait partie de l'adolescence, et McNewell comme J.K. Rowling l'ont très bien compris, du coup, en écrivant et en réalisant donc ce quatrième opus. Et donc, ce tournoi de trois sorciers, pour moi, je trouve que c'était vraiment un gros défi, et je trouve que McNewell et ses chefs opérateurs et son équipe en général ont très bien porté ça. Donc déjà, dès l'épreuve du dragon, je trouve que c'est phénoménal, voilà. Donc c'est dans cette espèce d'arène en mode gladiateur, voilà, cette espèce de dragon, donc le magyar à pointe, comme on appelle ça, voilà, donc qui va se détacher de son enclos et poursuivre Harry à travers tout le château. C'est absolument génial, voilà, vraiment c'est absolument incroyable. Encore une fois, on a des plans sur Poudlard qui sont absolument vertigineux, voilà, cette espèce de dragon hyper bien réalisé en CGI. D'ailleurs, il y a une petite blague faite par rapport à ça, donc à la fin du générique, comme quoi aucun dragon n'a été blessé durant le tournoi, voilà, durant le film. Je trouve ça assez marrant comme petite anecdote. Alors, en tout cas, le dragon est hyper bien foutu. Donc déjà, on a cette épreuve du dragon qui est absolument phénoménale, et c'est toujours un plaisir à suivre parce qu'on y croit vraiment, quoi. On croit vraiment que Harry est aux prises avec un dragon qui est évidemment fait en CGI, mais c'est si réaliste, c'est si crédible, c'est si bien joué, si bien filmé, si bien mis en scène, c'est si grand. Et d'ailleurs, ça c'est une scène qui a été rajoutée par qui n'est pas présente dans le livre, mais qui est présente dans le film. Voilà, il y a eu ça, un petit rajout. Je trouve que vraiment que c'était une très bonne liberté, parce que vraiment on y croit à fond, qu'on est happé par ça, quoi. Harry quand même aux prises avec un dragon qui peut potentiellement le cramer, donc vraiment on y croit à fond. Après donc vient l'épreuve donc de l'eau, voilà, c'est clairement ça niveau mise en scène, voilà, l'immersion, voilà, dans cette eau extrêmement sinueuse, extrêmement profonde, où Harry doit sauver l'être qui est le plus cher. Je trouve que c'est vraiment
incroyable. Encore une fois, il s'en sort très bien. D'ailleurs, pour celles et ceux qui pensaient que c'était vu que c'est Neville du coup qui le donne du coup la blanchifort, donc du coup dans le film, et ben en fait c'est Dobby qui se charge de cette mission dans le livre, puisque Dobby est de retour en fait dans le quatrième film. Mais bon, ça trouve malheureusement aussi que c'est une absence à noter, que c'est un peu dommage du coup d'avoir enlevé Dobby, qui normalement un personnage est un personnage sous-secondaire, donc présent dans la majorité des livres. Mais bon, du coup, ils l'ont enlevé dans tous les films. C'est dommage. Mais voilà, donc on a cette épreuve aquatique que je trouve absolument incroyable. Voilà, on est immergé à 100% dans l'eau, on se croit vraiment dans un film presque de James Cameron. Bon, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais vraiment quoi. D'habitude, James Cameron, c'est un peu lui le pro. Voilà, quand il s'agit de faire un film sous l'eau ou dans les profondeurs marines. Et là, je trouve que Mike Newell s'en sort vraiment très bien. Voilà, on a vraiment l'impression que Harry est en train de suffoquer sous l'eau. Voilà, c'est juste incroyable. Après, on a cette épreuve du labyrinthe qui est absolument génialissime. Alors, l'épreuve du labyrinthe, en termes de photographie, de cinématographie, d'ambiance, voilà, avec ces immenses haies, voilà, qui se referment comme ça sur les personnages. Voilà, la caméra qui s'élève au-dessus de ce labyrinthe, on voit toute la brume, on voit tout le brouillard. Poudlard est un petit peu en second plan. Voilà, on sent que les personnages sont vraiment en danger en fait dans ce film-là. Et quand Dumbledore à la fin nous dit que le tournoi est interdit au moins de 17 ans, tu t'y crois vraiment en fait. Et ils ont réussi à rendre le truc extrêmement crédible. Voilà, puisqu'on en fait, on aurait pu ne pas y croire, voilà, que ces épreuves sont potentiellement mortelles pour un gamin qui a 17 ans. Et là, tu sens vraiment que Harry, il est en danger, quoi, que ce soit en face du dragon, sous l'eau, ou même dans ce labyrinthe, quoi, avec ces immenses haies, cette brume. Voilà, on sent que les élèves ils sont complètement perdus, qui sont terrifiés, qui sont horrifiés. Et cette expérience du labyrinthe, vraiment, je trouve que dans la saga, c'est vraiment l'une des meilleures séquences jamais réalisées, parce que c'est absolument dark, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je me retrouve dans un labyrinthe comme ça, je suis désolé, je suis absolument pas le malin, quoi. C'est même un peu comme le labyrinthe qu'on voit dans le film Shining. C'est ultra terrifiant. Voilà, t'es tout seul, t'es dans cet immense labyrinthe, t'as un objectif à trouver, mais il fait sombre, il fait nuit, t'es tout seul. Bon, là, on est dans un monde magique, c'est vrai, ils peuvent avoir recours à leur baguette pour se sauver, mais tu sens que c'est extrêmement réussi. Voilà, la caméra est un petit peu en verticale, ça filme les personnages donc seuls, livrent eux-mêmes dans cet immense labyrinthe. Enfin, je trouve que voilà quoi, encore une fois, la séquence du labyrinthe, c'est même la meilleure séquence de saga, avec donc le bal en termes de créativité, en termes d'ambiance, de créativité, on y croit vraiment qu'on a avec ces personnages-là, on les suit dans leur détresse, dans leur panique. Voilà, imaginez-vous dans ce labyrinthe vraiment, quand tu dis ah ouais. C'est clair que ça fait vraiment flipper, quoi. Et c'est vrai que là, bon, on avait déjà eu des scènes un peu horrifiques même dans le premier. Voilà, quand Harry se retrouvait en face un peu à ce professeur qu'on ne croyait pas coupable, mais qui finalement l'était, qui cachait Voldemort donc sous sa tête. Même la chambre des secrets la chambre des secrets dans le film du même, enfin à la fin du 2, c'était hyper réaliste, mais encore ça fait un petit peu moins flippé. Mais alors là, c'est vraiment grand, c'est vraiment immense. Harry, il est tout seul, il est livré à lui-même, un peu comme les autres en fait. Tu vois, on les suit ces trois là, et même à un moment donné, il y a Cédric qui est un peu tout seul, on le voit, et il y a les qui commence à se refermer comme ça. Puis là, t'as une petite tonalité dans la musique qui saisit vraiment la panique sur le moment, qu'on prend vraiment les personnages dans leur panique, dans leur plus grand désarroi, et ça, je trouve absolument ça phénoménal. Harry Potter et la coupe de feu. Et ensuite, donc, survint le grand retour de Voldemort. Et là aussi, tu sens, et là, Mike Newell, il t'amorce ça de la façon la plus dramatique possible. Voilà, donc, il arrive dans le cimetière, voilà. Et là, tu comprends que Mike Newell, il a très bien fait, donc, de commencer son film, donc, directement par là, sans pour autant faire intervenir, donc, les Dursley, donc, au début du livre, etc., etc. Tu sens qu'il vraiment, il a bien adapté son truc, qu'il a bien mis en scène son truc, donc, dès le début, voilà, puisque le début du film, si vous vous souvenez bien, commençait déjà avec quelques plans sur le cimetière, avec Nagin, donc, qui rôde déjà dans le cimetière, donc, jusqu'à faire apparaître le petit, voilà, Mike Newell, il nous préparait ça dès le début. Et là, du coup, on arrive enfin dans ce cimetière. Voilà. Ce qu'on nous tease depuis 3 films et 3 livres, ça va enfin arriver. Et là, tu sens que Mike Newell, il a vraiment saisi l'ampleur dramatique, toute l'énergie, toute la densité de ça. Donc, les deux adolescents, ils arrivent dans le cimetière. Voilà. Harry commence un petit par connaître droit parce qu'il a eu dans ses cauchemars. Vous voyez, intelligence de scène, incohérence de scénario, de mise en scène. Voilà. Donc, il lit un petit peu les noms sur les pierres tombales, la famille Riddle, la famille Jedusor. Voilà. Donc, tu commences à comprendre ce qui va se passer. Et donc là, tu sens que voilà, Harry, il a percé le chaudron, et là, sa cicatrice commence à le brûler, tu vois. Donc, Mike Newell, il fait vraiment monter la sauce, tu vois. Et puis là, donc, t'as Peter Pettigrew, donc, personnage qu'on avait déjà aperçu dans la prison d'Azkaban, donc, qui débarque, voilà, et qui tient quoi?
le bébé de Voldemort. Enfin, Voldemort très affaibli, donc il n'a pas encore retrouvé donc son pouvoir. Donc là, t'as Cédric qui sent le malheur arriver, qui sent le danger, et là, il se dresse, ce petit gros, et là, il se fait buter. Et là, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, là, tu sens qu'il y a quelque chose très clairement qui est en train de se passer. Voilà, ça y est, un élève vient de mourir. Même si c'est pas le premier cadavre, même si c'est le troisième cadavre du coup du film, puisque t'as le VM qui s'est fait détruire, qui s'est fait tuer au début du film. T'as Harry donc a trouvé le corps de l'un des ministres dans le parc au cours du film. Voilà, vous voyez, en fait, Newell il nous a vraiment teasé le truc, quoi. Il nous a fait monter la sauce. Voilà, ici et là, des petits indices en mode. Il est pas loin, ça va arriver, je vous prépare ça, je vous prépare ça, et là, boum, la mort de Cédric Diggory, ça y est, le chaudron s'enclenche, la résurrection de Voldemort, et alors là, je trouve que la séquence du cimetière, voilà, après, on a Voldemort du coup qui retrouve son corps, etc., mais c'est filmé en plan large, les effets spéciaux sont magnifiques, puisque tu le vois en plan, en loin, t'as Harry comme ça, il est prisonnier, voilà, sur cette statue, et tu vois, il y a les effets spéciaux comme ça qui me posent un peu une cape sur Voldemort, mais je trouve la séquence vraiment d'une beauté, d'une dramaturgie, parce que voilà quoi, on parle vraiment d'un gamin de 14 ans, voilà, donc qui vient donc traverser donc une épreuve du tournoi des trois sorciers, donc le pauvre gamin, il est complètement épuisé, il est crevé, il vient de voir un de ses camarades d'école mourir, et là t'as son pire ennemi qui a ressurgi, et là vraiment quand tu replaces vraiment le contexte de la saga, de la scène, de l'histoire, tu te dis ok, là en termes de densité dramatique, de psychologie, le gamin il est à bout et il va être traumatisé à vie, quoi. Il va être marqué parce que son pire ennemi vient de ressurgir devant ses yeux, quoi. Imaginez-vous une seconde à la place de ce gosse, vraiment. Et c'est pour ça que ce quatrième film, il est absolument réussi. Parce qu'on s'imagine vraiment à la place d'Harry, quoi. Voilà, il est là, il est prisonnier, il ne peut rien faire. Là, t'as Voldemort qui surgit, il rend contact de tous ses adeptes. Et voilà, en plus, le cimetière, il est bien filmé, il est bien éclairé, mais à la fois, il est ultra sombre, etc. Enfin, c'est tout noir, c'est très dark, mais c'est très brumeux. Puis voilà, t'as Voldemort qui se met à faire un monologue, voilà, pour signer son grand retour. Bon, encore une fois, dans le livre, il y a plus de détails, parce que vu qu'il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de détails, il y a plus de profondeur, voilà, il y a vraiment des twists très importants dans le quatrième livre. Mais c'est pas grave, puisque Mike Newell, il a quand même très bien su gérer et condenser, donc assez pour que son retour soit quand même cohérent et qu'on y croit quand même assez. C'est ce qui se passe, quoi. Pour moi, vraiment, son retour, on y croit à mort. Et puis en plus, Ralph Fiennes, quoi. Ralph Fiennes, la prestation qu'il nous fait dans le quatrième film, il est vraiment incroyable. Et on le fait retourner en grande pompe dans ce livre-là. Et vraiment, ce qu'on nous décrit dans le film, c'est à la hauteur de comment Rowling, elle décrit le personnage dans le livre. Et là, je trouve que vraiment, Mike Newell et ses équipes, ils sont vraiment très bien gérés. En plus, Voldemort est hyper flippant. Voilà, quand il fait ça, voilà, il retrouve un peu son corps, il retrouve une arme. Voilà, en plus, c'est très brouillard, c'est très brumeux, c'est extrêmement sombre. Vraiment, je trouve que le retour de Voldemort, c'est la meilleure scène de toute la saga. Voilà. Bon, c'est vrai que la saga a vraiment connu donc d'incroyables moments, mais là, je pense qu'en termes de psychologie, voilà, après, on a Voldemort qui va torturer psychologiquement Harry, voilà, qui va l'appuyer sur sa cicatrice. Tu sens que Voldemort, c'est quelqu'un d'extrêmement maléfique, quelqu'un d'extrêmement très cruel, et là tu le sens, voilà, quand il prend malin plaisir à torturer Harry, ensuite il le provoque en duel, enfin voilà, le duel il est archi grandiose, enfin c'est incroyablement pratique d'un gamin de 14 ans qui affronte son pire ennemi après avoir vu un de ses camarades mourir, quoi, et le Avada Kedavra, tu ne le vois absolument pas venir, quoi. Si tu n'as pas lu les livres, et même si tu as lu les livres, t'es quand même terrifié. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai lu le livre, j'étais pas bien, quoi. Je me suis dit, ça y est, quoi. Voldemort est de retour, c'est la merde, très clairement. Et là, Mike Newell, il t'a saisi donc toute l'ampleur, donc, de ce chapitre-là, et il te l'a très bien retranscrit, il te l'a très bien retranscrit, donc, en film à l'écran, quoi. Et la scène, vraiment, j'insiste vraiment, la séquence du cimetière, elle est si bien filmée, si bien foutue. Tout est parfait à faire dans cette scène, il n'y a rien à jeter, quoi. Vraiment, voilà, Voldemort, il est là, il est puissant, il est de retour, il est là, et là tu sens vraiment que ça y est, quoi. Et c'est pour ça en fait que l'ordre du Phénix s'est avéré décent, en fait pour ça, c'est que voilà, tellement cette scène-là, elle pouvait tellement amener de potentiel pour la suite en matière de vision artistique et même nous présenter donc, parce qu'en fait pour moi la scène du cimetière c'est vraiment la scène qui a présenté Voldemort son plus grand jour, voilà, il revient et c'est la meilleure scène qu'il présente, voilà. Et pour moi en fait je trouve que David Yates il a pas su saisir tout ce que Mike Newell a su en faire dans cette scène justement de Voldemort, parce que Voldemort c'était vraiment pas un antagoniste, un protagoniste, enfin un personnage traité à la légère, et je trouve que Mike Newell il a su en faire quelque chose, il a su en faire l'être le plus maléfique que le décrivait J.K. Rowling dans ses romans, pas David Yates, et ça c'est vraiment dommage.
Voilà, donc je pense déjà avoir fait un petit peu le tour. Alors c'est vrai que j'ai omis donc quelques petits points donc de ce quatrième film. Voilà, donc j'ai parlé un peu donc des trois sorciers, donc de la scène d'introduction, du retour de Voldemort, voilà, du côté adolescent, parce que Harry Potter donc c'est une saga avant tout teen. Voilà, on suit comme des adolescents dans une académie magique, mais dans une école, voilà. Et ça va être très important. Donc dans ce quatrième film, voilà, comme je vous le disais, donc la relation entre Ron et Hermione commence. Pareil, Harry commence à avoir des petits crushs ici et là. Voilà, on va vraiment mettre en scène ce côté-là. Donc McNewell a très bien suivi, même la séquence du bal où les élèves sont amenés à danser, même où Ron va faire pleurer pour la première fois Hermione parce que voilà, il la soupçonne d'être un peu un garçon manqué, sans véritablement lui dévoiler les sentiments qu'il a pour elle à ce moment-là, parce que nous spectateurs on le sait, mais lui ne se rend pas vraiment compte. Encore, c'est un adolescent, c'est un petit con, voilà. Et donc à la fin, voilà, donc Harry donc redébarque du coup donc devant tout le monde avec le corps de Cédric, scène absolument dramatique. Je trouve que à partir de là, de toute façon, la saga a pris vraiment un tournant radical vers des jours beaucoup plus sombres. Encore une fois, il insiste vraiment sur ce ton beaucoup plus sombre. Mais voilà, et après donc du coup le film se conclut avec la révélation donc sur Maugrey Folleuil. Encore une fois, Maugrey qui était un personnage encore une fois donc qui a né donc cette petite touche de folie. Voilà, cet homme cicatrisé, véritablement cinglé, qu'on pense qu'il veut aider Harry, mais en fait pas du tout. Maugrey, qui je trouve est vraiment un personnage très important du coup donc de ce film et qui prendra une place prépondérante dans la suite de la saga. Je trouve que Brendan Gleeson a très bien su en fait incarner donc ce personnage qu'on pensait gentil, même s'il a un côté timbré, mais qu'en fait il se révèle être méchant à la fin. Voilà, d'ailleurs le face à face entre Maugrey et Harry après donc ces événements là à la fin du film est vraiment très réussi. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un danger, que Harry voilà il a pas fini d'en baver quoi, qu'il y a vraiment des restrictions qui s'annoncent pour le reste de la saga. Mais voilà quoi, Harry Potter la Coupe de Feu, c'est pour toutes ces raisons que c'est vraiment mon préféré, pour son ambiance, pour la réussite avec laquelle McNewell accomplit donc tout le cahier des charges donc qu'il y avait pour lui donc pour ce quatrième film, donc le retour de Voldemort, le tour des trois sorciers, le côté adolescent, le parcours des personnages, la scène d'introduction. Voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer, même si c'est vrai, voilà, la Coupe du Monde de Quidditch, on en a pas parlé, il l'a rushé, mais il était quand même obligé, même s'il a gardé le côté les Mange-Morts qui attaquent, la Coupe du Monde, etc. C'était vraiment un moment très réussi encore, puisque voilà, au fur et à mesure que le film avance, voilà, McNewell il sème des petits indices comme ça qui prouvent que voilà quoi, le mal règne, les ténèbres sont là et que Voldemort ne va pas tarder à revenir quoi. McNewell il amorce en fait ce retour, et il amorce avec génie, avec brio, avec intensité, tout en fait avec des petites intrigues par-ci par-là, tout en gardant vraiment les grandes lignes essentielles de ce que raconte le quatrième livre. Monsieur Weasley, placez votre main droite sur ma taille. Où ça? Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Harry Potter et la Coupe de Feu. Peut-être que je reviendrai donc sur Harry Potter et la Prisonnière d'Azkaban pour vous expliquer pourquoi j'aime ce film, mais que ce n'est pas mon préféré, et pourquoi c'est le film préféré de tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, et moi je vous retrouverai pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. J'adore quand elles font ça.